Continuons. Nous avons une relation vectorielle entre trois vecteurs. Ces trois vecteurs-là, on leur donnera des noms. Mais significatifs. La vitesse du mobile par rapport au référentiel supposé fixe s'appellera VMR, s'appellera VA. C'est la vitesse absolue. Lorsque je dis que c'est absolu, c'est par rapport à la vitesse de départ, il est fixe. On est bien obligé de supposer que ce référentiel-là est fixe pour rendre le problème plus facile à résoudre. D'accord? Lorsqu'on constate que localement, on peut considérer comme étant fixe, il vaut mieux je le prenne ainsi. Donc, c'est la vitesse du mobile par rapport au référentiel supposé fixe. Maintenant, deuxième vecteur, c'est V de R par rapport à R. C'est la vitesse de ce référentiel-là, mobile, par rapport au référentiel fixe. Comme ça. Et ça s'appellera vitesse d'entraînement. Et puis en dernier, nous avons M par rapport à R'. Vous voyez bien que c'est la vitesse du mobile par rapport au référentiel supposé en mouvement. En mouvement. Celui-là est supposé fixe et celui-là il est en mouvement uniforme par rapport à ce référentiel supposé fixe. Donc ça s'appellera VR. C'est la vitesse relative. Maintenant, vous faites attention, cette relation, elle est vectorielle. D'accord? On ne peut pas simplifier comme ça et commencer à appliquer. La composition de ces vecteurs-là s'écrit comme ça. Donc, lorsque je veux résoudre un problème de mouvement relatif, je commence par l'écrire sous forme vectorielle. C'est par la suite, selon la complexité de l'exercice ou bien du problème à résoudre, je ferai des projections, etc. Ça dépendra de la manière avec laquelle on va résoudre ce problème-là. Donc, je veux résoudre un problème de mouvement relatif. Je commence d'abord par identifier R', R' et M. D'accord? C'est primordial. Le repère bien référentiel qui nous semble le plus supposé fixe, c'est nécessairement un référentiel qui est lié au sol. C'est le sol ou lié au sol. Quelque chose, nous avons la ville de Tizi Ouzou et je peux la considérer comme un repère fixe. Elle est liée au sol. Demain, si je reviens, je vais la trouver au même endroit. Vous voyez, lorsque j'ai une rivière, la rive de cette rivière-là, elle est reliée au sol. C'est la rive peut être considérée comme étant un référentiel fixe. D'accord? Donc, une fois que j'ai défini le référentiel qui est fixe, maintenant, il faut que je définisse c'est quoi le mobile? Ça peut paraître évident, mais des fois, il faut une réflexion. Il faut chercher un mobile, parce que celui-là, c'est un mobile, et celui-là, il se meut aussi, il bouge. Autant que celui-là, les deux, ils sont en mouvement. Mais, j'essaie de voir qu'est-ce qui est un comportement différent suivant quelque chose ou qui est quelque chose d'autre. Un exemple.
Regardez, lorsqu'il pleut, et lorsqu'il n'y a pas de vent, bien sûr, hein, il pleut d'une manière verticale, n'est-ce pas? Donc les gouttes d'eau, et une goutte d'eau, il est comme ça. Donc il a une vitesse qui est dirigée vers le bas. Maintenant, je me mets ici dans une voiture. Hein? Voilà, celui-là dans la voiture. Bien sûr, lorsqu'il pleut, on ferme les vitres. Maintenant, les gouttes d'eau, elles tombent comment? Sur les vitres, elles tombent, et je suis à l'arrêt. Elles tombent comme ça, nécessairement. Maintenant, mon véhicule, je démarre. Et j'ai un truc à régler. Ah, donc, je commence à rouler. Je roule à une vitesse constante. À une vitesse constante pour que je puisse utiliser ces formules-là. Je ne vais pas accélérer parce que la physique va devenir plus compliquée. Donc, j'essaye de me déplacer comme ça à une vitesse constante. Maintenant, la route, je ne vais pas la voir descendre verticalement sur la vitre, je vais la voir descendre d'une manière inclinée. Vous voyez? Donc, la goutte d'eau, elle a deux comportements différents. Deux comportements différents suivant que, alors que lorsqu'il pleut, il pleut. Lorsqu'il n'y a pas de voiture, vous voyez, hein, ça tombe verticalement. Lorsque je suis dans la voiture qui est à l'arrêt, ça tombe verticalement. Je bouge, ça s'incline. Je vais avoir un vecteur de vitesse comme ça, mais lorsque je roule, je dirais, moi ce que je vais se déplacer comme ça sur la vitre. Hein? Donc son vecteur de vitesse, il est comme ça. Maintenant, j'ai ma voiture qui se déplace comme ça. Maintenant, j'ai dit que la goutte était mon mobile. Donc, je vais définir M, R et R'. Alors, ici on a dit que la goutte c'est le mobile. Goutte d'eau, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui est fixe ici? C'est le sol, la route, le sol. D'accord? C'est le sol. Maintenant, R', c'est quelque chose d'autre qui est mobile et qui altère par rapport à quoi la goutte d'eau a un comportement différent. Donc, c'est la voiture. V, M par rapport à R est égal à V, R' par rapport à R plus V, M par rapport à R'. Donc, V, M, R. V, M, R. C'est la vitesse de la goutte d'eau, par rapport au sol. Et VMR, c'est vitesse absolue. Maintenant, V, R', c'est la vitesse R', voiture, par rapport au sol. V de la voiture par rapport au sol. Ça s'appelle VE. Maintenant, VMR', VM par rapport à R', c'est la vitesse du mobile, la goutte d'eau,
de la goutte d'eau par rapport à R' qui est la voiture. Et c'est VR. VA est égal à VE plus VR. Donc ici, c'est la vitesse c'est la vitesse absolue. C'est la vitesse de la goutte d'eau par rapport au sol. Maintenant, en schématisant comme ça, là c'est la trajectoire de la goutte d'eau sur la voiture lorsqu'elle nous laissait nécessairement la vitesse relative. C'est la vitesse de la goutte par rapport à la voiture, n'est-ce pas? Par rapport au sol, ça descend comme ça, par rapport à la voiture, ça descend comme ça. Et ça, c'est la vitesse de la propulsion de la voiture par rapport au sol. Et c'est VE. R. Sur la voiture par rapport au sol. Ça, plus ça, égale à ça. Là, c'est une construction géométrique. Maintenant, dans cet exercice-là, on peut nous donner la valeur de l'hypoténuse et de celui-là pour déduire le troisième paramètre. Ou bien, ils peuvent nous donner, par exemple, l'angle de l'inclinaison de la trajectoire de la goutte d'eau sur la vitre, cet angle-là ou bien cet angle-là. Par exemple, nous donner cet angle-là et puis la vitesse de la voiture. Supposons comme ça, nous donne donc l'inclinaison de la goutte d'eau sur la vitre et puis la vitesse de la voiture. Une fois que j'ai fait cette construction géométrique de ces trois vecteurs là, je pourrais déduire, connaissant cette vitesse-là et cet angle-là, je peux déduire par exemple la vitesse avec laquelle tombent les gouttes d'eau. Vous voyez bien qu'ici nous avons un angle, on a le côté opposé de cet angle-là et je cherche le côté adjacent. Donc nécessairement je vais utiliser la formule de la tangente. Tangente θ est égale à VE sur VA, donc VA, tangente θ est égal à VE sur VA, donc VA est égal à VE sur tangente de θ. C'est un exemple. D'accord? Mais le plus important, c'est de faire une construction géométrique. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans ce problème-là pour pouvoir identifier le repère qui est relié au sol, qu'on va supposer fixe, et puis le mobile qui a deux comportements humains différents par rapport à deux choses différentes, ça va être le mobile, et puis la chose par rapport à laquelle ce mobile-là change de comportement lorsqu'il n'est pas considéré par rapport à R, ce sera serment de repère mobile. D'accord? Maintenant, je peux avoir d'autres cas de figure où j'aurais à identifier autrement le mobile, le repère supposé fixe et le repère qui se déplace à cette vitesse constante, le repère mobile. D'accord? Donc je peux avoir un objet physique comme ça, qui est considéré dans un exercice comme étant un mobile, mais il peut être considéré comme un repère dans un autre exercice. C'est pas, il faut comprendre vraiment le phénomène qui se produit dans ce problème-là. D'accord? Et vous aurez dans des exercices à résoudre
même dans des exercices TD, où vous allez remarquer que par exemple, je peux considérer quelque chose dans le mouvement par rapport au vent et au sol. Donc le vent ici, c'est peut-être considéré comme étant un référentiel mobile. Mais des fois, je peux trouver où le vent lui-même est considéré comme étant lui mobile. Parce que le vent, c'est un mouvement de l'air. D'accord? Donc faites attention. Voilà. Donc, ce qu'on a vu là, c'est notre composition de vitesse. Et voilà, lorsque j'ai un mouvement de translation d'un référentiel par rapport à un autre avec une vitesse constante. D'accord? Et là, le référentiel fixe où se déplaçant avec une vitesse constante peut être appelé un référentiel galiléen. D'accord? Maintenant, lorsqu'il y a une accélération, le référentiel n'est plus galiléen. Donc, lorsque il s'agit d'un mouvement accéléré du deuxième repère, donc j'aurai à dériver des positions et des vitesses pour aboutir à l'expression des accélérations. Et là, pour aboutir à cela, il y a un calcul un peu fastidieux. Disons que ça nous donne un peu plus de travail. Vous trouverez nécessairement dans votre cours, que vous téléchargez sur la plateforme numérique, format PDF ou autre, où j'aboutis à une loi de composition des accélérations. Où j'aurai une accélération absolue. Dans certains bouquins, vous trouverez que l'accélération est notée gamma. Lorsqu'il y a plein de lettres A comme ça, pour éviter la confusion, des fois on note avec la lettre gamma les accélérations. Donc, je vais écrire gamma A, c'est-à-dire accélération absolue. Ça va être égal à l'accélération d'entraînement, c'est-à-dire l'accélération du repère mobile par rapport au repère supposé fixe. D'accord? Après, plus l'accélération relative. Là, c'est l'accélération de M par rapport à R. Voilà. Là, c'est l'accélération de R' par rapport à R. De M. Non, c'est R' par rapport à R. Et là, c'est R, donc M sur R'. D'accord? Là, c'est lorsque j'ai un mouvement de translation. Lorsque j'ai un mouvement de rotation, j'aurai une accélération supplémentaire. D'accord? Et dans cette accélération supplémentaire, il y a la notion d'une vitesse disons, de rotation. C'est une vitesse qu'on appelle angulaire. Angulaire, donc, c'est la vitesse de l'angle balayé par unité de temps. D'accord? Maintenant, vous allez trouver dans la démonstration de cette relation-là une notation comme ça. Là, c'est la lettre oméga minuscule là, peut-être vous allez la trouver comme ça. Ça veut dire quoi?
il y a une vitesse angulaire, quelque chose qui tourne, combien de radians par seconde. Maintenant, il y a un vecteur. Pourquoi il y a un vecteur? Parce que ça peut tourner dans un sens qui est le même que le sens de rotation des aiguilles d'une montre, ou bien le contraire, hein? N'est-ce pas? Je peux avoir une rotation de sens et dans le sens contraire. Et les deux vecteurs là, hein, nous donnent, ou bien ils nous permettent de distinguer le sens de rotation. Hein? Il est différent lorsque ça tourne de gauche à droite, ou bien de droite vers la gauche. Où il y a, maintenant, il y a une composition. Pour cette accélération-là, il y a une composition, hein, entre la rotation là et la vitesse du mobile. Donc il y a du sens de rotation, et puis il y a la vitesse du mobile. Lorsqu'un référentiel est en rotation, hein, il y a des choses qui apparaissent. Ce qui est le cas, par exemple, pour la planète Terre. Parce que si on prend le centre de la Terre, hein, on peut le supposer fixe. Maintenant, si on considère des phénomènes qui se produisent, disons, sur la surface de la Terre, dans certains cas où l'on cherche de la précision, on va trouver, hein, qu'il y a une altération des résultats lorsqu'on ne prend pas en compte, hein, le phénomène de rotation de la Terre sur elle-même, parce que la surface de la Terre, hein, elle effectue une rotation autour de son centre. D'accord? Hein, vous voyez bien, c'est bien cette histoire de rotation. Hein, la Terre, elle tourne, hein, de l'ouest vers l'est. Maintenant, s'il y a un objet qui se déplace avec une vitesse v, même s'il n'est pas constante, hein, donc il y a un vecteur vitesse, et puis donc il y aura une accélération AC ou bien gamma C, hein, à laquelle il sera soumis. Hein. Il va avoir une nouvelle accélération. Maintenant, connaissant le produit vectoriel, ces propriétés-là, A vectoriel B, ça nous donne un vecteur qui nous donne un triel direct, ou bien disons bien utilisons la règle de la main droite pour trouver l'orientation de ce vecteur-là. On le voit, on peut constater l'existence de cette accélération C qui s'appelle accélération de Coriolis. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas d'exercice dessus, mais c'est juste pour que vous compreniez. Nous avons la Terre, donc elle tourne comme ça. D'accord? Donc je vais avoir un vecteur comme ça. Je vais avoir un vecteur vitesse. Maintenant, si quelque chose se déplace, disons, de l'équateur vers le nord, le V avec l'orientation du vecteur rotation, disons que si ça tourne comme ça, il va orienter vers le haut, si dans le sens de l'est vers l'ouest, ça va être orienté vers le bas. Maintenant, ça tourne comme ça. L'orientation du vecteur vectoriel, je vais avoir un AC comme ça. Et nous allons voir en dynamique que lorsque je multiplie une accélération par une masse, je vais avoir une force. Donc, les objets subiront une force qui va les déplacer vers l'est. C'est ce qui fait que, pour les choses qui sont facilement movibles, comme les masses d'air ou les eaux, on remarque qu'elles subissent cette accélération-là. Par exemple, prenons l'équateur, voilà, la Floride, l'Amérique du Sud, voilà,
l'Islande ici, puis la Grande-Bretagne, voilà, la France, l'Espagne, l'Italie, voilà, l'Algérie, l'Afrique, voilà. Ah, la zone géographique qui nous est plus proche. Maintenant, le mouvement des vents, hein, vous avez vu en cours de géographie naturelle, ils sont comme ça. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui se déplace comme ça, et à cause de l'accélération de Fourier, il est dévié dans ce sens-là, parce que la Terre, elle tourne comme ça. Et lorsque ça vient comme ça, hein, ça se déplace comme ça, il va être dévié vers la droite, toujours dans ce sens de la droite, à cause de l'orientation hein, de ce gamin-là. Et ça fait tourner soit les masses d'air, mais aussi les courants océaniques. Les courants océaniques ils sont aussi importants d'ailleurs, si, et je suppose que vous avez vu ça en géographie. Hein, ici il y a un golfe, hein, qui s'appelle le golfe du Mexique, et puis il y a un courant qui amène de l'eau chaude ici, c'est une zone tropicale, elle arrive ici, elle tempère un peu le climat, et c'est ce qui rend la ville de New York vivable en hiver. Plus ou moins, c'est-à-dire on n'aura pas moins 80, on aura moins 30, moins 20, maximum, et au minimum. Donc ici, ça descend là, hein, ça monte jusqu'ici, et puis ça va descendre ici. Hein, les eaux ils vont devenir froides et vont descendre. Au large de l'ouest de l'Afrique, ici, les courants ils sont froids, parce qu'ils ont été refroidis là-haut. Ça permet aux Islandais d'avoir un hiver moins rigoureux qu'à Londres. Ici, je peux avoir, on va descendre 18 degrés à Reykjavik et 4 degrés à Londres. Donc, les mouvements du courant océanique, ou bien le mouvement des vents, hein, il a cette accélération-là. Ça peut même altérer le mouvement de chute libre. C'est-à-dire si on utilise, là si on mesure avec précision le point de tombée d'un corps en chute libre, réellement il ne tombe pas exactement au même endroit. D'accord? Mais c'est négligeable pour lorsqu'on étudie par exemple le point de chute de cette craie-là. On dirait que c'est pratiquement vertical. Hein? C'est différent que lorsqu'on essaye de faire une fusée, là on doit être très très précis. Si on rate l'orbite, c'est qu'on perd des millions de dollars. Mais lorsqu'on étudie la chute d'un bout de craie ou d'une brosse, là c'est pas grave. D'accord? Voilà. Donc dans le cours de physique 1, nous n'allons pas traiter cela, mais nous allons traiter uniquement le mouvement d'un référentiel en translation par rapport à un référentiel supposé fixe avec une vitesse constante.